Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce lundi matin à l'inauguration de l'extension de l'aéroport international de Djibouti. La suite dans ce commentaire. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration de l'extension de l'aéroport international de Djibouti. À travers cet événement, c'est un additif à deux niveaux qui est apporté à notre aéroport. Le premier porte sur un agrandissement à hauteur de 600 mètres carrés de son aérogare, la salle de départ et d'arrivée des voyageurs. Il s'agit là d'un accroissement de dimensions qui confère à l'aérogare de Djibouti la possibilité de doubler ses capacités d'accueil, passant désormais à 150 personnes à plus de 350 personnes. L'autre additif apporté à l'aéroport international de Djibouti se décline sous la forme d'une réhabilitation générale portée sur l'ensemble de ces locaux désormais flambant neufs. Sur ce volet relatif à la réhabilitation des locaux, il y a lieu de préciser que sur les réfections et aménagements opérés ont toutes été engagés sur le principe de leur aptitude à garantir des prestations des services placés sous le signe de l'efficience, de la modernité et de la continuité. Avec ces réalisations nouvelles, l'ensemble du bâtiment sur lequel repose le site de l'aéroport est connecté à un débit Internet de haut niveau et jouit d'équipements électriques garantissant une climatisation permanente. Les dispositions adjointes de l'aéroport de Djibouti ont été réalisées par la société FEPCO, établissement marocain spécialisé dans la conception et la construction de l'exploitation d'infrastructures aéroportières modernes, et ont été certifiées au couronnement de la société SAFI, la société africaine d'ingénierie, connue de l'autorité internationale pour son expertise en matière de contrôle technique lié à la validation d'infrastructures de développement. Nul doute qu'à travers le renforcement et les dispositions de son aéroport, notre pays donne la pleine mesure de sa détermination à afficher, à relever le défi d'un ordre économique de plus en plus compétitif, aussi bien dans la région, le continent et sur le plan international. À travers le renforcement de ces dispositions aéroportuaires, notre pays accroît indubitablement aussi sa vocation à cadrer tous les atouts propres à un hub logistique multimodal et transport de redistribution des biens et des marchandises. Dans le cadre de renforcement de relations entre Djibouti et Qatar, une importante réunion bilatérale et multiforme a eu lieu cette semaine à la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. Le détail dans ce commentaire. Dans le cadre du renforcement des relations entre Djibouti et le Qatar, une importante réunion bilatérale et multiforme a eu lieu ce matin à la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Cette importante réunion, présidée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a vu la participation des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, du président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Oumar Hadi, directeur général de l'ANPI, directeur de l'ODEC, ainsi que les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Du côté qatari, la délégation était composée de l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, ainsi que les différents représentants du ministère qatari des investisseurs. Puis, une autre réunion de coordination entre Djibouti et le Qatar, la délégation qatari conduite par l'ambassadeur du Qatar en République de Djibouti, Dr Rachid Al-Shafi Al-Mari, accompagné par notre ambassadeur de Djibouti au Qatar, ont été reçus au Red Sea World par le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Oumar Hadi. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement de Djibouti dans de multiples secteurs. La délégation a exprimé son intérêt à implanter des sociétés dans la zone franche de Djibouti pour accéder au marché africain et bénéficier des incitations fiscales offertes aux investisseurs de jouir la stabilité politique à une partie fixe avec le dollar. Toujours dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et multiformes, la délégation qatari ont effectué des visites guidées des infrastructures portuaires et des ports de Djibouti. En premier lieu, ils sont déplacés au port, la jette pétrolière de Mejouk. Ils ont eu des explications des ingénieurs sur cette plateforme industrielle sur l'île la plus grande de l'Afrique émergente qui comprendra plusieurs terminaux de stockage et de pétrole. C'est dans ce sens que la délégation a reçu par la suite dans le salon VIP du DIP des informations relatives de ce projet a été expliquée par le responsable de ce centre. Ensuite, c'est au tour du SGTD d'accueillir la délégation qatari. À leur arrivée, Abdullah Sirret a accueilli la délégation par un mot de bienvenue. Par la suite, la délégation de visite au DMP Port. À leur arrivée, le directeur général du DMP, le PDSA, Jam Ibrahim Dal, entouré de plusieurs hauts cadres du port, ont accueilli en grande pompe la délégation et n'a pas manqué de faire part aux visiteurs des marques d'opportunités commerciaux du port au DMP. Le directeur général a expliqué que le port DMP est une plateforme logistique internationale, aussi un centre multimodal pour les échanges économiques et commerciaux.
Il a rappelé que la délégation qatarique et le port de DMP a réussi à renforcer son positionnement comme plateforme portuaire, industrielle, logistique de haut niveau. La première édition du Forum de Dikil s'est clôturée dans la salle de conférence de l'hôtel de Gobad. Les travaux du Forum sur la cohésion sociale et la résilience communautaire ont été une occasion de réunir des experts, de représentants ministères sectoriels, des intellectuels, les jeunes et les femmes issus de la capitale, mais aussi de régions de l'intérieur. Les explications dans ce commentaire. La première édition du Forum de Dikil, axée sur la cohésion sociale et la résilience communautaire, bat son plein pour la deuxième journée consécutive dans cette salle de conférence que l'hôtel Gobad, qui est le travaux du Forum sur la cohésion sociale et la résilience communautaire, continue. C'est avec une panel d'échange qui a réuni des experts et des représentants des ministères sectoriels, des intellectuels, des jeunes, des femmes issues de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur. Ces panels d'échange ont donné suite à des travaux de groupe axés sur l'identification des problématiques liées à travers des thèmes, à savoir l'économie, le social, l'éducation, la santé, la formation professionnels qui peuvent freiner la résilience communautaire. Par la suite, les groupes de travail ont mis le cap sur la recherche des solutions qui vont alimenter les recommandations qui seront transmises au gouvernement. Le forum dit qu'il a pour objectif de créer un espace de réflexion qui rassemblera et rassemble les communautés des autorités locales, d'organisations de la société civile de la région, chefs coutumiers, chefs d'entreprise universitaires, experts, étudiants et médias pour réfléchir à des problématiques communes et construire un faisceau de recommandations pour fortifier la résilience communautaire et la cohésion sociale. Le ministère de l'Intérieur, en étroite collaboration avec le HCR et l'ONARS, a procédé dans cette semaine à l'IFAR à la cérémonie commémorative de la Journée mondiale du réfugié qui avait tout son sens pour le réfugié. Le détail dans ce commentaire. Le ministère de l'Intérieur, en étroite collaboration avec le HCR et l'ONARS, ont procédé à l'IFAR, à la cérémonie commémorative de la Journée mondiale du réfugié qui avait tout son sens pour les réfugiés. C'est la 23e édition qui s'est tenue à l'IFAR sous le thème de l'espoir loin de chez soi, qui avait pour objectif de mettre un projecteur sur des réfugiés à Djibouti, le système éducatif inclusif qui a permis à ces personnes loin de chez eux de poursuivre leur études supérieures en bénéficiant du même droit que les citoyens djiboutiens. Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est ouverte par la lecture du verset coranique qui a ensuite laissé place au discours officiel ainsi que les interpellations des danses folkloriques. Ces journées étaient l'occasion de mettre l'accent sur la recherche et de solutions en faveur des réfugiés ainsi que l'importance et l'inclusion. Il s'agissait là d'apporter plus d'espoir et d'offrir plus d'opportunités aux réfugiés qui se trouvent loin de chez eux. Fidèle à son franc-parler, le secrétaire exécutif de l'ONARS a plaidé pour l'intégration des réfugiés dans la communauté au sein de laquelle ils ont trouvé refuge après avoir fait les conflits, persécutions qu'il estime efficaces et les aider à refaire de leur permettre à contribuer à la prospérité des pays qui les accueillent. La directrice de santé auprès de l'IGAD, sa part, a félicité les jeunes licenciés et qui ont réussi cette année à obtenir avec brio leur 3e année de licence. Elle s'est déclarée réjouie quant au succès de la cérémonie. C'est une journée hautement symbolique pour toutes les personnes qui ont fui leur pays. Le lancement de Jeux d'été a connu un franc succès dans la région d'Arta. Des activités traditionnelles ainsi qu'un match de football ont été proposés au public venu nombreux. Le point dans ce commentaire. Le lancement des Jeux d'été a connu un franc succès dans la région d'Arta. Des activités traditionnelles ainsi qu'un match de football ont été proposés au public ou devenus nombreux. L'objectif de ces jeux est de promouvoir les jeux traditionnels, d'épanouir la jeunesse pour marquer le coup. Plusieurs personnalités du secrétariat chargé de sport ont pris part au lancement de cet événement phare qui a permis à eux de se trouver le préfet adjoint Mohamed Fouzi, des conseillers des techniques Mohamed Salem et Mohamed Farah, le directeur général adjoint, Mohamed Ali Ahmed, le directeur de région, Omar Hassan Abdillah, ainsi que de hauts invités de marque de la région. Le jeu d'été se poursuivra jusqu'au mois d'août, donnant ainsi l'opportunité à tous les amateurs de sport et de tradition de participer à différentes activités. Le succès que cette première étape est un véritable encouragement pour tous les organisateurs et participants à cette édition. Comme l'année dernière, ça promet d'être riche en découvertes et en émotions. Passons à présent à l'actualité régionale. Une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur dimanche au Soudan pour tenter d'acheminer de l'aide dans ces pays en guerre depuis 2 mois à la veille d'une conférence humanitaire à Genève. Le point de la situation dans ce commentaire.
Une nouvelle trêve a débuté aujourd'hui au Soudan, conclue la veille entre les camps de deux généraux en guerre. Alors que le combat se sont intensifié samedi à Khartoum, faisant de nouvelles victimes civiles. L'armée et le paramilitaire engagés depuis le 15 avril dans un conflit ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures, selon le médiateur saoudien et américain. Le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis annoncent l'accord de représentants des forces armées soudanaises et de forces de soutien rapide pour un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour une période de 72 heures à partir de dimanche, a indiqué un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères. Outre l'arrêt de tout mouvement et d'attaque, les deux camps ont convenu d'autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Soudan, selon le communiqué. L'annonce du cessez-le-feu intervient alors que le combat font rage à Khartoum où des frappes aériennes et d'explosions ont fait des morts parmi les civils. En 10 mois de guerre, plus de 2000 personnes ont été tuées au Soudan, selon l'ONG, et plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées par le conflit, selon l'ONU. Pour l'actualité internationale, la délégation de médiation africaine a prôné samedi la fin de la guerre devant Vladimir Poutine, formulant des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin au lendemain du rejet de cette initiative par le président ukrainien Vladimir Zelensky. Le point dans ce commentaire. La délégation des médias africaines prône samedi la fin de la guerre devant Vladimir Poutine, formulant des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin au lendemain du rejet de cette initiative par le président ukrainien Volodymyr Zelensky auprès de la délégation de la médiation africaine. La guerre ne peut être durée toujours. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin, a lancé le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de la délégation des médiateurs africains lors d'une rencontre avec M. Poutine à Saint-Pétersbourg au nord-ouest de la Russie. Selon M. Ramaphosa, les propositions de paix africaines se résument en 10 points, parmi lesquels une escalade des deux côtés, la reconnaissance de la souveraineté d'un pays tel que reconnu par l'ONU, les garanties de sécurité pour toutes les parties, la levée des entraves d'exploitation des céréales via la mer Noire et la libération des prisonniers de guerre. Toutefois, le président Poutine a manifesté son intérêt pour l'examiner, a-t-il assuré, cité par l'agence presse russe. La délégation comprenait entre autres Ramaphosa, 3 autres présidents, à savoir Macky Sall, Hakainde Hichilema en Zambie, Azali Assoumani en Comores et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que des représentants congolais, ougandais et égyptiens. Autre rendez-vous à venir, le sommet Russie-Afrique, prévu en fin juillet à Saint-Pétersbourg, pour laquelle les dirigeants africains de M. Poutine ont affirmé samedi leur volonté politique de poursuivre le dialogue, a déclaré M. Dimitri Peskov. Et enfin, l'Europe a connu une année 2022 plus chaude de 2,3 degrés que le climat de la fin du 19e siècle, confirmant la surcharge du continent à un rythme 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale, qui alimente canicules et sécheresse exceptionnelles. La suite dans ce commentaire. L'Europe a connu une année 2022 plus chaude, 2,3 degrés que le climat de la fin du 19e siècle, confirmant le surchauffe du continent à un rythme 2 fois plus élevé que la moyenne mondiale, qui alimente des canicules, sécheresses exceptionnelles. La surchauffe du continent 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale. En 2022, l'Europe se situait à environ 2,3 Celsius, au-dessus de la moyenne pré-industrielle de 1850 à 1900, utilisée comme référence pour l'accord de Paris sur le changement climatique annoncé lundi l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies et le réseau européen Copernicus dans le dernier bilan. En novembre, l'OMM avait déjà annoncé que l'Europe se réchauffait à un rythme de plus de 0,5 degrés par décennie depuis 1990, soit 2 fois plus vite que la moyenne des 5 autres régions de la météorologie mondiale. L'année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée pour la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, l'Europe et la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.